Bonjour. En cours de ma session, j'aimerais bien vous parler sur la nouvelle collaboration entre 4D et Git. 4D dans sa version 18 a commencé à suivre l'ère technologique en supportant l'utilisation de Git comme étant une solution de gestion de version ligne. Donc avant de commencer, j'aimerais bien me présenter. Je m'appelle Ahlam Benajm, je suis un ingénieur en développement 4D à 4D Logiciel Maroc. Donc, s'il y a un problème, il y a sûrement une solution. Donc, le premier point que je souhaite aborder, c'est surtout identifier les problématiques et les difficultés qu'on trouve face en utilisant le mode client-serveur ou même des solutions anciennes afin de projeter la nouvelle approche adoptée par Git. Donc, certainement, vous avez l'habitude de travailler en mode client-serveur. Vous avez plusieurs développeurs et vos codes sources sont éparpillés. Donc, par défaut dans 4D, comment vous faites pour garder trace de vos changements ? Qui a fait quoi et quand. Imaginons qu'il y a un développeur qui a effectué une modification au niveau d'une méthode ou d'un formulaire. Donc, comment on peut lui identifier? Vous pouvez me dire qu'il y a les commentaires, qu'il y a les macros, mais c'est un sujet à part. Bon, comment on peut travailler à plusieurs sans se verrouiller mutuellement? Oui, il y a le verrouillage surtout pour la gestion des conflits, mais il y a des cas où ça cause problème. Bon, imaginons qu'il y a un collègue qui me demandait d'échanger du code. Est-ce que je lui ai envoyé que les parties désirées ou même toute l'application et toute la base? Ben, imaginons que moi, je suis un développeur, j'ai mis une erreur, je dois revenir en arrière à telle version, à une version antérieure. Qui dit revenir en arrière, donc dit restauration d'un backup. Donc déjà, je dois lui chercher manuellement, puis le restaurer. Donc, c'est une tâche planifiée. Donc, comment on peut mesurer la qualité ou même la productivité de nos équipes? Ben, imaginons que moi, j'ai travaillé, je suis bloquée, et je suis obligée de travailler en local, puis je dois envoyer tous mes changements, toutes mes modifications à une personne qui va normalement merger et fusionner tout ça dans le serveur. Donc, il doit faire attention afin d'écraser telle méthode, tel formulaire. Donc, c'est un travail à faire. Donc, sûrement, vous avez une difficulté, une limitation parmi ce qu'on a cité. Maintenant, en regardant plusieurs scénarios et on va les améliorer au fur et à mesure. Commençons par le premier. Donc, on a Tom, Kim et Henry qui font partie de la même équipe et ils veulent travailler sur le même projet. Donc, il y a Tom qui va créer une première version de l'application, puis il a envoyé cette version à Kim pour qu'il va effectuer ses changements, puis il y a une deuxième version, donc on va lui envoyer à Henry. Puis Henry va faire ses modifications. Donc le défi qu'on a, c'est qu'on a 3 versions et normalement on doit fusionner l'ensemble des modifications faites. Donc ce qu'on va faire, c'est que Henry va adresser et transférer cette version à Kim, puis Kim va envoyer cette version à Tom et Tom doit fusionner et maintenir une version finale pour qu'elle puisse la distribuer à l'ensemble d'équipes. Donc, vous voyez que c'est vraiment manuel, même c'est répétitif, puisque normalement, imaginons que Tom il a déjà des tâches à faire, il a plein de trucs à gérer, et à chaque fois Kim et Henry qui leur envoyaient ces modifications. Donc, c'est inefficace déjà, c'est un sujet à erreur. Donc, et même c'est chronophage. Donc, c'est une tâche à planifier puisque ça prend de l'énergie, ça prend du temps. On risque d'écraser des modifications faites par un développeur et même en mode de migration, on doit corriger s'il y a des bugs. Donc, vraiment, il y a plein de trucs à gérer. Maintenant, passons à un deuxième scénario, puisque le premier, ça cause plusieurs problèmes. Maintenant, on va utiliser le mode client-serveur. Donc, on va mettre une seule version dans le serveur, donc une version centralisée. Et il y a Tom et Kim et Henry qui vont se connecter en utilisant 4D Client. Mais cette approche aussi reporte d'autres défis. Premièrement, c'est le verrouillage. Donc, une seule personne qui peut travailler sur une méthode ou un formulaire.
Bon, imaginons qu'il y a un développeur qui veut effectuer une toute petite modification juste pour débloquer une certaine situation et qu'il doit attendre la personne qui a verrouillé la méthode ou même lui faire appel par téléphone juste pour faire sortir puis faire la modification pour qu'elle reprend. Donc c'est l'enfer pour les développeurs. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas d'historique. Imaginons que moi j'ai créé une méthode et il y a un gamin qui va y accéder et faire des changements. Donc comment on peut déjà lui identifier, lui savoir qui a fait quoi et quand. Donc on ne peut pas revenir en arrière par défaut, donc oui, puisque surtout ça constitue une problématique puisque déjà, il y a une configuration des backups, oui, et on doit déjà les configurer, les chronométrer. Si on les met fréquemment, donc c'est une saturation pour le disque. Puis si on les met par exemple une fois par jour, imaginons moi, je suis en train de travailler sur un module, et puis jusqu'à la dernière minute que le backup va être lancé, j'ai tout gâché. Donc, comment je peux reconstituer mes changements ou les faire revenir? Donc, ça dit que je dois normalement reconstituer l'ensemble des logs. Et il y a plein de trucs à faire. Donc, c'est vraiment manuel et c'est configurable. Ça prend du temps. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas avoir une maintenance de plusieurs copies de notre application. Pourquoi? Puisque qui dit backup dit configuration, dit restauration manuelle. Donc, si on veut restaurer une version, normalement, on doit avoir un dossier bien structuré avec telle date, telle heure, tel sujet, donc telle modification déjà, puisqu'il y a des modifications majeures. Si on veut revenir en arrière, déjà, on doit choisir la version convenable et puis la restaurer. Donc, encore une fois, c'est manuel, c'est inefficace et même c'est chronophage et ça prend du temps. Donc, le deuxième scénario, ça représente cette architecture client-serveur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit avoir normalement un outil qui va nous faciliter la chose, qui va nous automatiser l'ensemble des process pour qu'on puisse concentrer sur l'aspect métier et ne pas avoir d'inquiétude sur la gestion de nos projets. Donc la solution c'est Git, Version Control System, c'est un système de gestion de version. Donc déjà Git c'est un système libre qui n'a pas de limitation contractuelle au niveau de collaborateurs, de nombre de projets. Donc c'est vraiment une solution parmi plusieurs. Donc maintenant dans ce slide, on verra un petit benchmark entre les fichiers texte et les fichiers binaires. Pourquoi? Puisque Git déjà, il est très utile et très puissant en manipulant les fichiers texte, pas les fichiers binaires. On verra pourquoi dans le slide suivant. Mais comme vous voyez dans la capture à droite, il y a le fichier texte. Dans la 16e ligne, il y a un highlight, donc il détecte, il identifie par caractère où les modifications sont affectées. Donc vous voyez que dans l'ancienne version, il y a le 200 modified by Kim et puis dans la nouvelle proposition, il y a 300 modified by Henry. Ok, mais on va voir comment on va réagir avec les fichiers binaires et pourquoi on l'évite de faire. Donc vous voyez, on a un exemple, on a un fichier de 100 mégas. Puis une fois on a effectué deux changements, maintenant on a 300 mégas. Waouh! Donc Git, elle réenregistre toute la suite binaire pendant une modification. Donc s'il y a une modification, il va enregistrer à nouveau le fichier avec toute la suite binaire. Donc revenons au concept du backup. C'est plus maniable, c'est pas pratique et ça prend de l'espace et même c'est un langage machine et pas humain. Donc si on a identifié qu'il y a 2 0 ou 2 1 qui ont peut-être changé, à quoi sert? Donc depuis les versions précédentes, vous savez que 4D assurait le développement et les tests en utilisant le mode binaire qui permettant aux différents membres de l'équipe de travailler en mode client-serveur. Mais maintenant avec 4D, il est possible de garantir cette conversion des sources binaires, surtout le fichier .4db,
sous forme de fichier texte avec chaque élément de la base des données, les formulaires, les méthodes, les breakpoints, le tout en mettant la compilation de tout le travail en un seul fichier pour les besoins de déploiement. Donc, c'est-à-dire le mode projet. Bon, c'est ce qu'on va traiter en second lieu, c'est le mode projet Project Database. Ok, donc le mode projet nous offre deux possibilités, soit de créer une base projet from scratch, sinon on peut convertir une base binaire à une nouvelle projet qui supporte Git. Ben, tout simplement pour créer un nouveau projet dans le mode design, on choisit File, New, puis Project Database. Le processus de conversion même, il est simple. Dans le mode design, on choisit fichier, puis export, puis structure to project. Ok, donc la conversion déjà en mode projet n'affectera pas le fichier .4db, mais va générer un nouveau projet à côté ou un nouveau dossier à côté qui s'appelle project. Bon, maintenant, vous devrez vraiment prendre en considération ce slide, c'est surtout pour le nettoyage d'une base existante. Par exemple, le fichier binaire.4db, ça sert à rien d'exister après la conversion en mode projet. Ben, vous pouvez trouver plus de détails sur le lien suivant. Ben voilà, maintenant on a une petite comparaison entre une base de données binaire et une de type mode projet, ok, et une base projet. Ben, comme vous voyez, bien avant, on a le fichier .4db, c'est notre structure, puis il y a le fichier d'indexation. Donc maintenant, on a un dossier project. C'est ici où il y a un dossier sources et puis il y a notre base avec l'extension .4d project. Puis on a une séparation des préférences puisque à chaque fois, il peut s'adapter à chaque utilisateur. Donc, il y a les breakpoints. On peut trouver dans ce dossier même les positions, les anciennes positions des fenêtres. Donc, il y a plein d'informations qui sont déjà séparées et c'est pas très utile de les mettre dans le .4db. Donc, pour le fichier de données, on l'a mis dans un dossier data avec le fichier d'index de données. Donc, puis on a les resources, logs, les autres dossiers qui n'ont plus affecté. Donc, pour les prochains slides, on verra les prérequis pour utiliser Git, comment il va nous aider surtout pour résoudre les problèmes qu'on a cités tout à l'heure. Ok. Donc, voici les systèmes d'exploitation de Tom, Kim et Henry. Donc, imaginons que Tom est en train de travailler sur son projet en local. Si Kim et Henry veulent récupérer en incluant les changements faits par Tom, il y a plusieurs façons. Imaginons qu'on est dans le même bureau, on peut même lui prendre par clé USB. Mais imaginons que l'un des développeurs il est en déplacement, donc on n'est pas dans la même zone géographique. Donc, on aura besoin, par exemple, d'un volume partagé FTP, ok? Mais l'idée, c'est que Tom, maintenant, veut partager son dossier local dans un dossier distant afin que Kim et Henry vont récupérer cette version. Donc, la première chose, c'est que il faut l'installation de Git dans les trois systèmes d'exploitation des développeurs. Ok? C'était très bien installé. Puis, il y a Tom qui va partager maintenant son dossier local dans le dossier distant. Bon, ça marche. Puis maintenant, Kim et Henry ils vont récupérer cette version depuis ce dépôt distant dans leurs locaux. Ben, c'est bon, c'est bien fait. Puis ils vont effectuer leur changement tranquillement.
Donc déjà, l'avantage dans cette utilisation, c'est qu'ils sont déconnectés. Donc Git possède déjà un système de gestion de version déconnectée, c'est-à-dire il est possible de travailler en mode hors connexion avec son dépôt tout en garantissant les fonctionnalités avancées de collaboration lorsqu'on est connecté. Donc une fois on est connecté, on veut envoyer le changement à ce dépôt distant, on peut avoir cette migration automatique de tous les changements effectués. Donc maintenant, ils vont envoyer leur modification au dépôt distant. Et puis, il y a Tom qui va récupérer tout simplement les changements faits par Kim et Henry. Donc, dans ce cas, l'avantage, c'est que ici, réellement, qu'est-ce qui se passe? On fait une petite comparaison entre le dossier local et le dossier distant, puis surtout sur l'historique, et puis on va envoyer depuis le distant que les modifications faites, que la différence faite enregistrée par Kim et Henry. Bon, maintenant passons au troisième scénario. C'est ici on va voir comment Git va gérer normalement les conflits. Ok. Donc, restons avec le même scénario. Il y a Tom, Kim et Henry. Git est installé dans les trois systèmes d'exploitation. Puis Tom, il a envoyé son projet local dans le dossier distant. On va voir plus exactement qu'est-ce qu'il a mis dedans. Donc, il a créé une première méthode où il a mis un bout de code qui fait un certain traitement, d'accord, c'est clair. Puis, il y a Kim et Henry qui vont récupérer cette version dans leurs dossiers locaux, d'accord. Donc, maintenant, Kim il a effectué un changement. On va voir qu'est-ce qu'il a effectué. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis? Il a modifié normalement la 16e ligne où il a mis 200 comme maximum pour la boucle et puis il a ajouté un système de gestion d'erreurs si le résultat est inférieur à 0. C'est clair, ok, c'est bien. Donc, il a envoyé déjà ce changement. Donc, maintenant, on a le changement. La dernière version, c'était envoyé par Kim. Donc, maintenant, Henry, il veut effectuer une modification. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis? Donc, elle a changé la ligne 16 de la même méthode. Donc, elle a mis 300 comme maximum. Ben, je crois que maintenant, on a un conflit. Bon, pourquoi? Déjà, il y a Kim et Henry qui vont traiter le même fichier et la même ligne de code. Donc, normalement, on doit proposer les deux propositions. Déjà, la nouvelle version qui était mise dans le serveur distant, qui est de Kim, et puis Henry qui veut comme modification 300. OK. Donc, il y a ce déclenchement des conflits en cas par exemple de quelqu'un qui a supprimé un fichier que moi j'ai modifié. Et puis, si on a les deux, on a créé un fichier avec le même nom. Donc, warning. Donc maintenant, on va projeter comment Git va résoudre le problème, ou plutôt le conflit, ok? Donc comme vous voyez déjà, Git il est très puissant afin de détecter et d'identifier l'emplacement des conflits avec le nombre de fichiers exact. Donc ici, il y a one conflicted file avec le path complet, donc c'est au niveau de la méthode 1. Même il nous offre la possibilité d'ouvrir et voir plus de détails sur ce qui s'est passé en utilisant une interface graphique, c'est Visual Studio Code, c'est un outil performant aussi. Donc comme vous voyez ici, il y a déjà le head et ce hashcode. Vous t'inquiétez pas pour l'instant pour ce genre de détails. Et même ce origin master et master, c'est vraiment assez facile. Vous pouvez assimiler le tout à la fin. Donc, ce qui nous intéresse plus, c'est les deux propositions. Donc, il y a la dernière faite par Henry et la version qu'on a au niveau de serveur distant qui est faite par Kim. Donc, tranquillement maintenant, vous voyez que Git elle est très puissant en détectant les zones où il y a un problème. Donc, vous savez déjà que 4D est vraiment très difficile de détecter même où on a effectué le changement. Et si on a vraiment réessayé de mettre en place un autre bout de code, on peut écraser l'ancien, même on peut faire des conneries.
D'accord, je vous propose maintenant un autre outil, c'est P4Merge. Il vous donne une présentation plus parlante. Donc, vous voyez ici déjà qu'il y a les trois versions. La première mise au niveau de serveur, qui est faite par Tom. Et on a en mauve la deuxième proposition qui était validée et mettre en serveur maintenant par Kim. Et la dernière qui est faite par Henry pour avoir le conflit. Donc ici tranquillement, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, la proposition qui vous paraît plus logique. Vous voyez que vraiment c'est très facile. Et je voulais vous dire qu'il y a plein d'interfaces graphiques que vous pouvez utiliser afin de gérer Git. Ce sont des gestionnaires de Git ou même ils proposent des packages et des espaces où vous pouvez intégrer une solution de gestion de versionning. Donc après, vous avez le choix. Si vous voulez utiliser les commandes, vous avez plus à l'aise en utilisant le command line, le terminal. Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé plus exactement. Sinon, vous pouvez tranquillement utiliser les interfaces graphiques. Donc maintenant, je voulais juste vous montrer ce genre d'historique. Donc chaque développeur déjà il a son propre historique et puis il y a un administrateur ou même la personne qui est en train d'administrer le dépôt distant, il a une vision globale sur tout ce qui s'est passé. Ok, donc comme vous voyez ici, il y a six changed files. Donc déjà, il nous donne le nombre de fichiers où il y a les modifications qui sont être effectuées. Puis on a la personne qui a effectué ça, c'est l'author. Donc c'est Ahlan Benash. Pour moi, j'assimile le tout. Donc et on a ici le message. C'est vraiment très très important de mettre la modification majeure pour qu'on puisse passer d'un stade à l'autre. Donc, c'est vraiment, vous mettez en considération que c'est très important de mettre des messages signifiants. Comme ça, une fois on veut revenir, par exemple, en arrière, il y a plein de cas où on utilise vraiment ces messages, puisqu'on ne va plus utiliser des hashcodes, on est des humains. Donc, on va mettre des messages qui sont plus parlants ici. Donc, your Git history is important. Donc, Git vous offre même un fichier log où vous avez l'ensemble d'historique des changements que vous avez effectués pendant le processus de développement. Donc, ici en vert, il y a le message qu'on a parlé tout à l'heure. OK. Donc, il est déjà encadré en vert ici en bas. Et puis, on a un commit. Vous voyez, c'est moi que j'ai effectué les trois changements au niveau du serveur distant. Donc, il y a le premier qui était effectué par Tom, puis Kim, puis Henry. Donc, vous voyez que chaque modification, il est identifié par un hashcode. OK, on l'aura besoin après et vous verrez pourquoi. OK, il y a l'author, donc il y a l'auteur qui a fait cette modification et même il y a la date et l'heure exacte où on a effectué ce changement. Donc, vous voyez, on a vraiment un historique très puissant. Donc, si on a effectué, si on a mis une erreur, par exemple, une petite ou une grande erreur, donc dans ce cas, en utilisant KD, normalement, on va penser d'avoir des backups ou même un gestionnaire de backup où il y a tout classifié, où il y a vraiment, par exemple, le message de la modification majeure. Donc, s'il y a par exemple un client qui va nous proposer de commencer un module, puis la Tourate, il va dire non, c'est annulé. Donc, on doit savoir depuis quand on va prendre cette version. Donc, même le niveau de restauration. Donc, vraiment, il y a tout un process qu'on doit effectuer pour qu'on puisse revenir en arrière à notre version. Mais en utilisant Git, tout simplement avec une seule commande et avec le hashcode que j'ai montré tout à l'heure, c'est lui l'identifiant du changement, on peut revenir à l'ancienne version ou même à la version qu'on veut. Donc, c'est la version qu'on veut moins i, donc on peut jouer, c'est réversible, mais on veut garder juste des messages parlants et même les hashcodes du commit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en utilisant Git, c'est réversible et on peut vraiment s'amuser à revenir en arrière en cas d'erreur.
en cas par exemple d'un bug, je sais pas quoi, mais il y a plein de situations où on est obligé de revenir à telle version et pas tout le temps dans la version antérieure, dans la précédente version. Donc maintenant, on va voir Git Commands. Donc on va voir les commandes basiques que Git utilise afin de faire toutes ces manipulations. Donc maintenant, on va voir plus profondément le jargon du Git. Donc on va réutiliser le même schéma afin d'avoir le fil conducteur avec ce qu'on a déjà montré dans les slides précédentes. Donc avant que Tom normalement envoyait son dossier local vers le dossier distant, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc il doit créer un dossier local mais détectable par Git. C'est ce qu'on appelle un workplace. Donc il aura besoin d'un dossier spécial dont n'importe quel changement fait est détectable par Git. On peut faire ça en utilisant la commande git init. C'est surtout pour initialiser notre dossier pour qu'il puisse être accessible par Git. On ne peut pas initialiser par exemple le bureau, mais on initialise le dossier qu'on veut exactement lui initialiser en utilisant Git et qui va être détectable par Git. Maintenant, après, on doit normalement valider les changements. Tant qu'on a créé notre espace de travail, il y a une deuxième étape, c'est le commit. C'est quoi un commit? Donc un CTRL-S, il enregistre sur Git, par exemple, un fichier Word ou Excel. Mais ce n'est pas suffisant pour enregistrer les modifications sur l'historique de Git. Donc on aura besoin d'un git commit pour valider et enregistrer les modifications dans l'historique de Git. Donc maintenant, ce qu'on aura besoin, c'est qu'envoyer la copie locale vers le dépôt distant. On peut faire ça en utilisant la commande push. Donc push, il envoie l'historique validé déjà par Git à notre dossier distant. Donc c'est bon. Maintenant, ce qu'on aura besoin, c'est de récupérer le dossier distant qu'il existe dans ce volume par Kim et Henry. Donc, en utilisant git clone, déjà on fait enregistrer le projet dans un dossier local qui va être accessible par défaut en utilisant Git. Mais faites attention, je voulais juste mentionner que dans le dossier distant, il y a une seule copie qu'on peut la gérer et la maintenir en utilisant Git, mais c'est déjà fait automatiquement. Ok, donc maintenant, après effectuer les changements, on peut faire un git commit juste pour les valider dans l'historique local de notre application et puis les envoyer vers le dossier distant. Ben, jusqu'à maintenant, c'est bon, mais vous savez que Tom il a déjà une version initiale, mais il veut récupérer les changements déjà effectués par Kim et Henry. Donc, ce qu'il aura besoin de faire, c'est un git pull. Donc, le git pull, réellement, il va faire une toute petite comparaison entre l'historique du dossier distant et du dossier local et puis il va envoyer que la différence vers le dossier local de Tom. Donc maintenant, on va voir juste la différence entre les trois commandes puisque la plupart des personnes, ils ont confusion sur ça. Donc pour le git add, déjà, je n'ai pas mentionné juste pour ne pas très compliquer les choses. Mais avant réellement le git commit, une fois on initialise notre dossier, on met un git add. Le git add, normalement, il identifie les fichiers ou les dossiers qu'on va normalement faire suivre en utilisant l'historique de Git. Mais pour le git commit, il va valider les changements et les écrire dans un historique. Comme ça, on peut par exemple revenir en arrière en cas de besoin. Il y a plein d'actions qu'on peut faire avec l'historique construit par le git commit. Et puis il y a le git push. Le git push, c'est le fait de copier et d'envoyer la version locale dans le dossier distant. Et maintenant, on a un peu de gymnastique. On fait un petit récap comme ça. On peut savoir les bénéfices qu'on peut avoir en utilisant le système de gestion de version Git. Donc, la première des choses, c'est le fait de tracer et identifier les changements dans le projet ou dans toute l'application, dans l'ensemble de nos fichiers. Donc, on peut savoir qui a fait quoi. Ok, donc on a déjà un historique ou même une vision globale sur l'ensemble des changements et des modifications. Donc on peut s'amuser à revenir en arrière en cas de besoin sur n'importe quelle modification et c'est réversible.
Après, il y a Branches and Merging pour la notion des branches. On peut la voir après si on a encore du temps. Et il y a le fait de fusionner automatiquement les changements faits par l'ensemble de membres d'équipe sans avoir d'inquiétude sur, par exemple, le fait de comparer entre les deux versions. Il y a plein d'actions qu'on peut faire, mais vraiment, Git nous facilite la chose. Et puis, c'est flexible et efficace. Ouais, puisque, par exemple, en mode déconnecté, on peut développer notre application, on peut faire tranquillement le changement, et puis, une fois on est connecté sur Internet, on peut envoyer le tout tranquillement. S'il y a un conflit, par exemple, si moi j'ai changé dans la même ligne que quelqu'un d'autre a fait déjà une modification, donc je peux la détecter et choisir la bonne proposition pour moi. Sinon, il est vraiment, vraiment bien structuré. Il nous laisse le temps pour se concentrer surtout sur l'aspect métier de notre application et pas la gestion du code source. Bon, maintenant, on va entamer la partie où on va se collaborer avec GitHub. Vous savez déjà que GitHub est une notion très, très compliquée. Mais non, assurez-vous qu'on a déjà travaillé avec lui, c'est tout simplement le dépôt distant. Déjà, GitHub, il nous offre entre autres ce service. On peut même utiliser notre serveur interne ou une autre plateforme, mais moi je l'ai choisi puisque c'est un système open source déjà. Et il est très très populaire et on peut l'utiliser tranquillement. Il nous offre plein de fonctionnalités, par exemple le CI/CD. Et je vous laisse le soin de trouver et de découvrir plus de fonctionnalités sur lui. Donc tout simplement, GitHub est un service d'hébergement qui supporte Git comme étant un système de gestion de versions. Maintenant, on fait un petit récap. Normalement, c'était interactif, mais bon, on peut juste s'assurer qu'on a tout assimilé, surtout le jargon lié à Git. Donc, dans un premier lieu, il y a Kim et Henry. Déjà, on a dans le dépôt distant. Donc, maintenant, GitHub, c'est notre dépôt distant. Dans GitHub, on a une version où il y a deux modules, le module M1 et M2. Donc, il y a Henry et Kim qui vont récupérer cette version en utilisant le git clone. Donc, git clone, il va créer notre dépôt local et puis il va prendre tout ce qui est dans le dépôt distant et le mettre, l'initialiser, donc tout est bien. Maintenant, imaginons que Kim a développé un troisième module et Henry un quatrième module. Donc, s'ils veulent envoyer leur changement normalement à GitHub, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Au début, ils doivent utiliser un git add. C'est surtout pour identifier les fichiers qu'on va suivre en utilisant Git. Et puis, on utilise le git commit. Le git commit, c'est pour valider nos changements, mais en local. Pour envoyer ces changements au dépôt distant, on utilise le git push. Donc, Kim a utilisé un git push pour envoyer le troisième module à notre version, à nos dépôts distants. Donc, pour qu'elle puisse, Henry récupère ce qui est fait déjà dans GitHub, il veut checker, il veut faire un fetch. Donc, il va chercher ce qui est modifié et il va comparer entre les deux versions pour qu'il puisse avoir est-ce qu'il va merger, est-ce qu'il va fusionner ce changement ou pas dans sa version locale. Donc, c'est bon, il a trouvé qu'il y a un M3, donc il y a le troisième module déjà développé par Kim. Donc, il va utiliser un git merge pour fusionner ce changement à son dépôt local. Donc maintenant, il va faire un git push pour envoyer, pour valider tout ce qui est fait dans son dossier local. Donc maintenant, on a le M4, donc on a le quatrième module dans notre serveur. Et c'est bon, on peut utiliser le git pull pour récupérer les changements et la dernière version qui était faite dans notre dépôt distant. Bon, finalement, la dernière partie, ça consiste de voir un exemple concret.
Ok, donc on va voir la démonstration. J'ai rédigé ici un fichier où il y a l'ensemble des étapes qu'on va suivre pendant notre labo. Donc, premièrement, on aura besoin de créer un projet de type Project Database. Donc, on va plus s'intéresser maintenant aux bases binaires, mais plutôt au mode projet. Donc, ce qu'on aura besoin, c'est que l'on scelle notre application 4D. Et je suis en V18R2. Donc, puis je vais créer une base de données projet. Donc, c'est bon, on peut la nommer comme 4D Project Demo et je vais la mettre et l'enregistrer dans le bureau. Ben, vous voyez ici, donc tout est bon. On peut même s'amuser à créer une méthode 1 afin de faire nos tests. Donc, juste pour avoir le même fil conducteur que notre présentation, je vous propose de prendre le même bout de code. Donc, juste pour gagner du temps, je vais copier et le coller. Ben, on aura besoin de créer la méthode doStuff. Ouais. Et puis, il y a le doSomethingElse. Et ben voilà. Notre première méthode est prête. Ok, donc maintenant on a effectué ces changements, ces modifications et on veut enregistrer ce stade. Donc maintenant on aura besoin d'appliquer tout ce qu'on a vu concernant Git en réalité. Donc ce qu'on va voir, c'est que l'on sait notre terminal. Déjà pour tout ce qui concerne l'installation de Git, même la création du compte GitHub. Donc j'ai tout préparé dans mon fichier de notes. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce fichier afin d'avoir plus de détails sur les installeurs, sur la création d'un compte GitHub. Puis il y a plein de cas d'utilisation que j'ai déroulés avec plein de détails. Donc afin de s'assurer que notre version Git était bien installée, donc on fait un git version. Et donc vous voyez qu'il y a la version 2.26.1. Donc c'est bon. Donc déjà on va ouvrir notre projet qu'on vient de créer. Donc il nous intéresse surtout c'est le dossier project. Ok, puisque c'est ici où il y a les méthodes, les formulaires et tous les changements qu'on aura besoin de suivre tout le temps. Pour la data, déjà, c'est un fichier binaire. Et on a vu que c'est pas la peine déjà de mettre du binaire sur Git. Et puis, il y a le User Preferences. Il va être régénéré à chaque fois. On va prendre notre projet. OK, donc maintenant, il nous reste qu'accéder à notre dossier project. Et maintenant, vous savez que la première étape déjà, c'est d'ajouter les fichiers dedans. Ok, donc on doit identifier ce qu'on va faire suivre en utilisant Git, en utilisant la commande git add. Donc en utilisant le git add point, normalement, ça va rajouter tous les fichiers. Mais vous voyez qu'il y a une erreur fatale. Donc, not a Git repository or any of the parent directories. On a mentionné déjà qu'on doit normalement initialiser notre dépôt Git. Donc, comme ça, il va être détectable par Git. Donc, on va faire un git init. Et puis, on va s'amuser à faire un git add point. Comme ça, on a ajouté normalement l'ensemble des fichiers. Donc, si on fait un git status, on peut constater que toutes les modifications faites, tous les fichiers et même les dossiers affectés, ils vont être rajoutés dans notre historique Git. Donc maintenant, ce qui nous reste que valider cette modification en utilisant le git commit. Donc git commit, on utilise l'option "-n" juste pour mentionner le message. Et on a dit qu'on doit normalement mettre un message plus parlant. Donc on peut mettre par exemple commit by Tom ou même first commit, puisque donc first commit by Tom. Wow, c'est bien. Donc si on met un git status
une autre fois, on peut voir qu'il est clean, donc tout est validé, tout est bien. Donc maintenant, imaginons qu'on a effectué une modification au niveau de la première méthode, ok. Allez, donc on fait une alerte, comme ça on peut juste simuler le cas d'une erreur. Donc on peut faire errors. Et maintenant on accède. Bon, j'ai sorti mon dossier. Désolé. Ouais. Donc maintenant si on met un get status, vous voyez qu'il y a des modifications qui vont être détectées par Git. Wow. Donc on doit rajouter ça. Normalement, je vais juste vous mentionner qu'on peut utiliser le add et le commit dans une seule commande. On va juste la mentionner comme étant une option. Donc si on met normalement un git commit -a, c'est all, c'est le fait de rajouter directement les fichiers, et puis il y a le -m et on va mentionner le message error. Ok, c'est bien, donc c'était bien validé. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune modification au niveau de notre historique. Donc maintenant si on met un git log, vous pouvez voir qu'il y a les deux modifications faites. Oui, il y a le first commit by Tom, il y a error. Mais imaginons moi que je vais revenir en arrière dans mon ancienne version et ne pas avoir cette alerte errors. Donc ce que je peux faire, donc je vais quitter et puis je vais faire un git reset. Je mets l'option hard. C'est surtout pour ne pas juste effectuer les changements au niveau de mon historique et la supprimer au niveau du log, mais c'est surtout de revenir en arrière de mon statut aussi explicitement. Donc j'oblige d'avoir à mon statut actuel, le statut que j'ai choisi. Mais mettez en tête que normalement cette commande, il aura besoin du hashcode qui est dans le git log. Donc on va copier le statut qu'on va normalement restaurer. D'accord. Puis on va quitter et on va utiliser la commande git reset hard. Et puis on mentionne l'identifiant ou le hashcode de notre statut. Donc juste pour que vous puissiez voir. Ouais, donc c'était bien. Waouh! Maintenant, l'erreur et l'alerte de notre erreur est déjà disparue. Donc vous voyez qu'on peut soigneusement revenir en arrière tranquillement sans même faire quelques secondes dans cette action. Ok, donc maintenant on va s'amuser à travailler avec quelques outils graphiques, comme ça on est à l'aise. Il y a des gens qui sont vraiment fous d'utiliser le command lines et surtout les commandes pour qu'elles puissent savoir qu'est-ce qui se passe dedans. Mais tant qu'il y a à chaque fois des tâches répétitives, normalement on peut faciliter les tâches en utilisant les interfaces graphiques. Donc je vous propose d'utiliser le VS Code déjà, puisqu'il y a tout un package qu'on peut gérer la solution Git, donc un système de gestion de version. Donc imaginons par exemple maintenant que Kim il veut rajouter une certaine gestion. Si le résultat par exemple est inférieur à 0, il veut rajouter une fonction de gestion d'erreur. Ok, donc on doit normalement la créer. Ouais. Et puis il va envoyer à doSomethingElse le résultat sur 2. Donc c'est bon, c'est clair. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est visualiser et constater les différents changements en utilisant VS Code. Ok. Donc, comme vous voyez ici, il y a directement l'ensemble des méthodes. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a les fichiers où on a effectué
plus exactement les changements. Vous voyez ici, voici l'ancienne version et voilà la nouvelle proposition et le code qu'on a rajouté par Kim. Ok. Donc on est tranquille, on peut tout suivre. Donc avant d'envoyer normalement notre version et faire le lien entre le dépôt local et le dépôt distant, on aura besoin de faire une étape primordiale. C'est normalement le fait de créer un compte au niveau GitHub. Ok, donc moi j'ai déjà un compte Ahlam Ben Hachem et je dois créer un repository. Ok, je peux le nommer KD Project Demo. Ouais, ça n'existe plus. Je vais le mettre privé. Ok, pour que je peux le voir moi-même. Et on va créer par les settings par défaut. Donc, Create Repository. Donc, vous voyez ici, il y a un lien fourni. Donc, on peut l'utiliser pour vraiment associer entre les deux. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'ouvrir le terminal. C'est bon. Puis, on peut faire un Git Status. Donc, vous voyez qu'il y a plein de changements. On peut les committer, mais avant, on veut juste faire le lien. Et puis, on utilise l'outil graphique. Ok, donc pour faire ce lien, on met un git remote, add origin, et puis on colle le lien qu'on a copié tout à l'heure. Donc tout est bien. Maintenant, revenons à VS Code. Donc précédemment, vous voyez qu'on a utilisé normalement la commande de git commit -m pour faire le message, mais maintenant on va normalement envoyer nos modifications en utilisant que taper le message ici. Donc on peut mettre par exemple un git un commit juste pour faire VS Code testing commits, testing first commit. Une fois on valide, normalement les changements vont être effectués et synchronisés avec notre historique. Donc c'est bon, c'est clair, vous voyez qu'il n'y a aucun changement détecté normalement. Et puis maintenant on doit Traditional, ok, on peut juste introduire le mot de passe de notre ouais. Ok, c'est juste des préférences de sécurité. Donc maintenant on devrait normalement envoyer ces modifications à notre dépôt distant. Ok, donc on utilise un push. Il nous donne juste le choix, est-ce qu'on va normalement envoyer ça dans la branche par défaut master? Oui, bien sûr. Donc on va entrer que le login traditional, ok, le pass du GitHub. Donc c'est... Donc c'était bien fait, on peut juste s'assurer en synchronisant. Ben, vous voyez déjà, on a deux commits effectués. Donc le premier c'est le first commit by Tom et puis on a le VS Code testing first commit. Ben, c'est magique. Vous voyez ici, il y a sources, methods, on peut y accéder par exemple à notre première méthode et donc maintenant tout est bien. Donc la prochaine étape, pardon, c'est le fait de simuler normalement le conflit, ok? Mais pour faire ça, on doit normalement dupliquer notre projet, ok? Et même l'ouvrir en utilisant une autre instance de KD.
Et on va simuler qu'il y a deux personnes, par exemple, qui vont effectuer un changement dans la même ligne. Donc voilà la première, voilà la deuxième. Donc on a la même version maintenant, mais on va rajouter la première modification par tome dans la première instance. Ouais. Donc on change la ligne 12 par ce qu'il propose Kim. Et dans la deuxième fenêtre, on va normalement prendre ce qui est proposé par Henry, c'est le fait de faire le maximum de la boucle 300. Vous voyez déjà qu'on a gardé le même fil que la présentation, juste pour ne pas se perturber. Ok, donc c'est bon. Donc maintenant, on peut envoyer les changements faits par Henry, par Kim, pardon. Donc on peut ouvrir maintenant les applications en utilisant le GitHub Desktop. Donc add in an existing repository, donc on peut ajouter les deux. Donc celle-ci est la copie. Donc on peut quitter déjà VS Code juste pour avoir plus de visibilité. Donc on choisit le dossier project. Et on rajoute même le principal, add existing repository. Donc le cas des projects, et on choisit project. Donc maintenant on a les deux. On peut savoir la distance juste au niveau du path. Donc cette instance normalement comporte la modification faite par Kim. Donc c'est l'original. Donc maintenant on va envoyer cette modification à notre serveur. OK. Donc on écrit que le message, donc un commit by Kim, commit to master. Donc la première chose faite, c'est le push origin. Donc on envoie nos modifications au lien déjà spécifié. Et on va checker. Allez, donc voir le code. Ben, c'est déjà effectué, ça fait 18 secondes. Vous voyez ici dans Sources, on peut même accéder à notre méthode. Et ben voilà, vous voyez la modification faite par Kim. C'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de revenir au premier projet et normalement, on va committer ces changements localement. Et puis, on va essayer de récupérer la version existante dans le serveur. Donc, dans cette version, c'est le commit qui est fait par Henry. C'est bon. Et une fois on essaye de faire un push origin, vous voyez qu'il demande déjà le fetch. Le fetch, c'est surtout pour comparer entre les deux versions, la version locale et la version distante. Une fois on fait un fetch, on aura besoin de faire un pull, donc de prendre les modifications. Et bon voilà, vous voyez qu'on a un conflit. Donc afin de résoudre ce conflit, on peut faire Open in Command Line et on peut l'ouvrir avec le P4Merge juste pour avoir plus de visibilité sur l'ensemble des changements faits. Et on a même la possibilité de l'ouvrir en utilisant VS Code. Vous voyez ici Open in Visual Studio Code. Donc Git Merge Tool, il nous donne la possibilité d'ouvrir le P4Merge. Allez, donc vous voyez qu'il y a les trois propositions. Donc la première qui est déjà mise sur notre base, il est en jaune, c'est celle-ci faite par Tom. Et puis on a la deuxième qui est faite par Kim et la troisième qui est
effectué par Henry. Donc, en choisissant que la couleur, on peut résoudre le conflit et choisir la bonne proposition. Et imaginons et supposons que nous, on veut laisser la troisième proposition qui est faite par Henry. Donc, on va choisir la couleur verte et puis on enregistre. Donc, une fois en revenir ici, on veut voir que all conflicts resolved. Donc, on a déjà résoudre le conflit et on va faire un commit merge pour envoyer ces modifications normalement. Push origin. Donc c'est bon, c'est clair, on peut voir notre dernière version et vous voyez que la modification qui a été envoyée au serveur est la modification faite par Henry. Donc je pense que c'est tout ce qu'on a planifié normalement pour cette session. Afin de ne pas tomber répétitivement dans ce genre de conflit, déjà GitHub, ils ont pensé, ils ont recommandé d'utiliser les branches. C'est vraiment parmi les bonnes pratiques qu'on peut mettre à disposition, mais on peut voir ça dans une autre session. Donc le plus important, c'est surtout, cette session présente un overview sur la collaboration entre 4D et Git. C'est tout pour moi. J'espère que cette session a été bénéfique pour vous et que vous allez adopter Git comme étant une solution de gestion de version et surtout pour vos projets 4D. Donc, si vous avez le moindre question ou vous avez besoin de plus de détails sur les sujets, vous pouvez me contacter sur le lien ci-dessous. Merci.